Élisabeth, il y a 2 nouvelles expositions au Musée maritime de Charlevoix. Oui, et dont la première qui porte sur les femmes, l'importance des femmes dans le milieu maritime, et la deuxième qui est une exposition plutôt interactive, donc qui s'adresse également aux familles. On a rencontré la directrice générale Marianne Rainville sur le sujet. C'est une exposition temporaire à l'occasion du 40e anniversaire du musée, du 75e du chantier. C'est une exposition qui épice 3 réalités ensemble, le chantier, le musée et les femmes. Les femmes qui ont évidemment élevé les marins, les femmes qui ont aussi navigué, les femmes qui ont travaillé au chantier et les femmes qui ont créé le musée, parce que c'est des femmes qui ont créé le musée il y a 40 ans. La seconde exposition, c'est une exposition qui vient compléter l'exposition permanente du musée. C'est une exposition sur la navigation à voile, dont le nom est le 8e voyage, parce que lorsqu'ils naviguaient à voile au 19e, au début du 20e, le 8e voyage, c'était le voyage qu'on faisait en novembre, quand c'était possible, et c'était le voyage le plus risqué et le plus payant, bien évidemment. Notre musée était spécialisé dans les goélettes à bois ayant navigué sur le Saint-Laurent, mais on était surtout bon, je dirais, là, dans la présentation des goélettes à moteur. Et bien sûr qu'on a la Marie-Clarisse, qui est une goélette à voile, mais on parlait moins de la navigation. Donc, on vient faire un complément. Et c'est une exposition ultra-moderne dans sa présentation, avec jeux vidéo intégrés, etc. Et alors que l'exposition, elle portait leur nom, est une exposition temporaire pour célébrer ces 2 anniversaires et qui va changer en 2022. C'est une exposition pour 1 année. C'est une espèce de feu d'artifice autour des anniversaires du musée et du chantier. L'horloge centenaire de la MRC de Charlevoix a besoin d'une cure de rajeunissement et c'est l'horloger Frédéric Cloutier qui va s'occuper de la restauration. Je la démonte en pièces puis je vais la sortir par le trou. Là. Le mécanisme d'horloge d'édifice, utilisé à la fin des années 1800, n'est pas comme les horloges ordinaires. D'abord, sa fabrication est blindée. Pour fonctionner convenablement, il y a un mécanisme de pendule pour les aiguilles situées à l'avant. L'horloge fonctionne également grâce à un système de remontoir, une sorte de poulie verticale, pour la marche et pour la sonnerie. Le mécanisme, il n'est pas électrique, il est vraiment mécanique. On peut manquer d'électricité pendant 6 mois, puis on va continuer à avoir l'heure quand même tant que le mécanisme est remonté. Le mécanisme, ce type de mécanisme-là, il y a un système de sonnerie à cloche. Si on peut voir ici la grosse lamelle, là, elle ici, là, ça se trouve être le régulateur pour la vitesse de la sonnerie. Ce régulateur-là, lui, quand le mécanisme sonne, il régularise la vitesse de la sonnerie. S'il n'était pas là, ça sonnerait bing, 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 ça aurait pas de bon sens. Au niveau de ce qui définit le nombre de coups des heures, ici, on a une pièce qui est faite en forme de colimaçon. Le petit râteau, lui, il se trouve à tomber et le mécanisme compte les coups, 1 à 12. Fait qu'1 heure, 2 heures, 3 heures. On retrouve ça dans les horloges grand-père, les horloges des années 1900, là, c'est assez commun. Des éléments du mécanisme doivent être huilés et nettoyés. Pour la sonnerie, il y a un autre câble qui monte en haut, il y a une poulie au plafond qui transfère ici en haut et qui est relié à ce poids-là ici, qui fait fonctionner la sonnerie. Fait que si lui est complètement désarmé, la sonnerie arrête. Si la marche, le poids est complètement désarmé, le mécanisme arrête. La cloche fonctionne sensiblement de la même manière, avec un câble et un levier qui lèvent le marteau avant de frapper la cloche. La pièce pour remonter l'horloge se situe un étage plus bas.
Depuis son tout jeune âge, Frédéric Cloutier baigne dans le milieu de l'horlogerie. Ses études lui ont permis de se spécialiser dans le domaine et de côtoyer des objets uniques. J'ai fait mon cours en horlogerie à Trois-Rivières. J'ai fait mon cours à l'École nationale d'horlogerie de Trois-Rivières. C'est la seule école qui reste au Canada et est toujours là présentement. Ensuite de ça, j'ai fait une formation en usinage comme machiniste. Ça fait que je peux refaire des pièces, peu importe, là, comme les pièces qu'on a à refaire dans ce type d'horloge-là, j'ai l'équipement nécessaire, j'ai les connaissances nécessaires pour pouvoir les refaire. Ce qui fait que ce type de mécanique-là, de un, je trouve ça magnifique, puis ça va être un plaisir, puis même un honneur de pouvoir restaurer ce genre de pièces-là. L'horloge fabriquée par la compagnie Howard Clock demeure un patrimoine à conserver et à préserver. Il y a une qualité de matériaux, il y a une qualité de précision. Le travail qui est fait est impeccable. C'était pas fait comme aujourd'hui, que ça dure 10 ans, puis on passe à un autre. Là. C'est vraiment... C'était fait à toute épreuve. Puis la preuve, on l'a ici, là, on a une qui a plus de 100 ans, puis qui a besoin d'amour, mais elle est toujours en fonction. Là, on va lui donner de l'amour pour la ramener comme... faire une beauté pour la ramener à son 1906 comme à l'origine. L'horloge retrouvera sa place au mieux cet été et pourra à nouveau résonner dans les rues de Baie-Saint-Paul. Je m'en vais rencontrer Anthony Dufour et Alexandre Côté pour découvrir la nouvelle boutique Hydromellerie Charlevoix. Anthony, peut-être nous parler d'où vient cette idée-là, d'où part le projet de l'Hydromellerie Charlevoix? Bien, en fait, notre plan à la base, c'était de faire de l'alcool d'une façon le plus éco-responsable possible. C'est pour ça qu'on est venu avec l'idée de le faire d'une façon, de un, artisanale, puis de deux, on est arrivé avec la fonction de faire des abeilles. C'est pour ça qu'on a fait un projet comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir nos colonies d'abeilles un peu partout dans la région, dans le but de produire notre alcool. C'est vraiment plus compliqué, mais c'est beaucoup plus avantageux et beaucoup plus éco-responsable comme ça. C'est ça, là, votre boutique et l'endroit où vous produisez est à la même place? Oui, on fait tout sur la même place. En fait, là, on va aller chercher notre miel un peu partout dans nos ruchers, un peu partout dans la région. Après ça, on va apporter notre miel ici. On va le rentrer avec nos camions ici. On a une salle de conditionnement plus loin. En fait, on va porter notre miel là-bas parce que le miel qu'on sort de la ruche, qui est trop humide pour être directement mis en pot. Okay. Donc, il faut vraiment le faire déshumidifier. Donc, on laisse un petit 24 à 48 heures le temps de sortir un peu d'humidité. Par la suite, on met ça à l'arrière, puis on l'extrait. On fait tout vraiment ici. Là, on fait l'extraction. Après ça, on le met en baril ici. Par la suite, on fait la fermentation, puis on va faire la distillation, la vinification, la filtration. Après ça, on fait l'embouteillage. On fait vraiment tout de A à Z ici. Oui, c'est ça. Bien, on va aller voir comment ça se fait. Parfait. Anthony, on est maintenant dans la pièce où vous allez décanter le miel, est-ce que c'est ça? En fait, oui, on va le ramasser dans les ruchers. On va le mettre dans la salle de conditionnement pour le faire enlever l'humidité. Par la suite, on va l'extraire ici. Quand je parle d'extraire, je parle de prendre les cadres de miel puis d'enlever le miel des cadres, dans le fond. Okay. Le principe, c'est des grosses centrifugeuses qui vont arriver puis qui vont tourner à pleine vitesse. Ouais. Puis le miel revole sur les parois. Ça va tomber dans le fond. Par la suite, on a des pompes qui vont pomper le miel pour la porter dans une cuve qui, elle, va décanter le miel pour le faire un petit peu stabiliser. Ouais. Par la suite, nous, on le met en baril puis on le conserve comme ça jusqu'au temps qu'on vient à le produire. Alors, à ce moment-là, une fois que le miel est dans les barils, là, vous passez à l'étape de production. Là, on passe vraiment dans la production. Ce qu'on va faire après ça, c'est qu'on va apporter nos barils de miel. On va les mélanger avec de l'eau, de la levure, dans le but de créer des fermentations qui vont créer de l'alcool, dans le fond, à partir de le sucre de ce miel-là. Alors, ça se termine dans la salle de production où on se trouve en ce moment. Oui. Peux-tu nous expliquer comment ça se fait? Là, c'est vraiment l'étape pré-finale. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire les fermentations, les distillations, la vinification que je parlais tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment ici qu'on va tout faire ça. C'est notre salle la plus stérile. C'est vraiment là qu'on va faire l'embouteillage aussi avant de mettre en vente les produits, ainsi que l'étiquetage. C'est vraiment comme notre salle multifonctionnelle. Ouais. On a également l'alambic qui va faire notre alcool. Tout est vraiment concentré ici. Ouais. Puis on fait vraiment tout à la main, là, comme on peut voir ici. C'est vraiment tout fait
on est très limité dans les machines. C'est vraiment des petits lots, donc on peut vraiment tout faire à la main. Anthony, je sais que il était censé y avoir une visite guidée. Est-ce que ça va toujours avoir lieu? Oui, en fait, là, on est en train de planifier ça avec la santé publique et tout le travail. C'est plus compliqué en termes de mesures, vu qu'on fait de la production sur les lieux, il y a une couple de choses à tenir en compte. Nous, notre plan, en fait, c'est d'en starter le plus tôt possible, sûrement après les fêtes. Okay. On voudrait vraiment faire des visites dans le sens que les gens arriveraient ici, on ferait une tournée des lieux. Oui. On commencerait par parler de l'abeille un peu partout, quand l'abeille, comment ça fonctionne, la ruche, comment ça fonctionne, la reine, comment ça fonctionne, un peu tout ça. Puis ensuite, on tomberait vraiment dans le miel, dans l'extraction, la cire, comment ça marche. Puis après, on ferait un petit topo sur l'aspect création d'alcool, embouteillage et tout. Fait que c'est vraiment une façon de faire un peu de l'agro-tourisme, dans le sens que les clients qui ont les touristes à Baie-Saint-Paul, les gens locaux qui cherchent une activité à faire familiale ou non, mais c'est une activité qui va être possible. Puis même les enfants, en parlant de l'abeille, en goûtant le miel, en goûtant tout, il y a un petit peu d'intérêt, puis c'est vraiment intéressant. C'est ça qu'on veut faire sur le long terme. On veut pas juste faire les dégustations comme tu vas faire avec Alexandre. Oui, exactement, qu'on s'en va faire une belle dégustation des vins hydromel avec Alexandre Côté. Alors, Alexandre, le premier vin pour la dégustation, c'est le Rivière Malbaie. Oui, on commence toujours avec celui-là qui est notre vin sec. Donc, le miel a complètement fermenté. Okay. Donc, on n'a plus le sucre du miel, on a juste la fleur, le côté floral. Puis à Rivière Malbaie, on a vraiment un microclimat. C'est le plus chaud de Charlevoix, donc on a des fleurs qui sont différentes d'ailleurs. Donc, on a quelque chose de même un peu agrumé qui sort de ces différents nectars de ces fleurs-là. Donc, ça fait quelque chose de super intéressant qui est très frais en bouche. Donc, je t'invite à déguster pour commencer avec ça. Génial! Oui, on sent, mais très, très subtil, hein? Le miel, vraiment, vraiment subtil. Oh! Wow! Très doux en bouche. Un peu sec. Oui, c'est sec. Il est délicat, il est sec. Quand même à 13 mais l'alcool ne paraît pas, vu que il n'y a pas beaucoup de tanin comme dans un vin, donc c'est très léger quand même. On goûte un peu à ce que l'abeille va goûter dans la fleur parce que c'est le nectar finalement qui est très peu sucré. Donc on goûte la fleur surtout. Puis ce qu'on aime bien faire, c'est la comparaison avec le deuxième vin qui est Saint-Antoine. Saint-Antoine, donc ça vient du rang Saint-Antoine à Baie-Saint-Paul. Vu qu'on récolte chaque miel séparément dans chaque rucher, on a vraiment des choses différentes. C'est ça qui est plaisant, qui est un peu comme un cépage dans le vin. On va chercher différents goûts avec différents miels. Mais juste à l'odeur, là, on sent tout de suite la fleur sauvage. Vraiment, c'est incroyable. Oui, celle-là, il y a de la fleur un peu plus rustique là, qui est en altitude. Puis il y a de l'asclépiade, il y a un champ d'asclépiade là, il y a les fraises d'Explora-Fruits, les camerises, donc ils vont butiner là-dedans. Puis on a laissé un peu plus de miel dans celui-là. Oui. Donc un petit peu plus sucré, on a laissé comme un 10 grammes par litre de miel en résiduel. Okay. Donc ça vient équilibrer, ça donne une rondeur. Puis on l'a fini aussi en baril de bois. Donc il y a un petit côté caramel, vanille là, qui sort du baril. On poursuit donc avec le rang 5, Pétinat. Pétinat, c'est une appellation, je pense. Oui, qui n'est pas encore réglementée. Okay. C'est un peu un mot à la mode qu'on utilise pour les vins nature pétillants. Donc, ça veut dire pétillant naturel. Les anglophones aiment bien dire pétillant naturel. C'est la blague qu'on fait ici. Donc, en ce moment, il y en a beaucoup. C'est un terme qui a commencé en France, mais qui est très, très populaire aux États-Unis présentement. Donc, qui s'applique souvent aux vins de raisin. Mais on les voit dans les cidres, puis de plus en plus dans les hydromels. Donc, ce qui est particulier, c'est un peu comme un champagne. La fermentation se fait en bouteille, mais plutôt qu'enlever la levure avec un procédé là, de la méthode champenoise, on laisse la levure. Donc, on a un dépôt en bouteille. Puis c'est normal, puis ça fait partie du côté nature, du côté rustique de ça. C'est un vin vivant. Donc, il est encore en train de fermenter celui-là. Il reste un petit sucre. Là. Dans un mois, il va être différent. Il va être plus pétillant, un peu moins sucré. Donc, c'est vraiment ça qui est plaisant de ces beaux vins nature. Donc, alors, je vais goûter. Super pétillant. Ah ouais. Un peu, quasiment amer. Oui, parce que ça devient très sec. Le gaz carbonique, c'est un acide aussi, acide carbonique, donc ça vient donner ça.
Puis, vu que là, on est dans le bleuet, bien, on a les peaux de bleuet qui vont donner un tanin. Alors, c'est ça qui reste en bouche. C'est ça, Il y a un peu de baril aussi là, pour ce produit-là. Puis, pour terminer, vin rang 5 qui est aussi avec les bleuets. Oui, donc c'est la même provenance, le même miel de la bleuetière à Saint-Hilarion. Puis là, on a rajouté ici un peu de miel, il est plus sucré un peu. Okay. Il a fait de la barrique plus longtemps. Okay. Puis lui, il est filtré, fait qu'on voit un peu la différence de couleur. Les vins nature, on ne le filtre pas, fait que celui-là, il est complètement filtré. Très clair. Oui, il est très clair. Puis c'est ça, il reste un beau sucre là, en bouteille. Oui, très différent. Wow. Ouais. Est-ce que les gens... Ça, c'est vos produits en dégustation, mais vous en avez d'autres, j'imagine. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? On a 2 autres produits. Comme en ce moment, on a tout le temps entre 4 et 6 produits. Donc, ça change. Comme là, quand on est en train de faire du gin qu'on va rajouter à la dégustation. Oui. Donc, ça change tout le temps un petit peu. C'est ça qui est plaisant aussi en venant ici. Les gens ils vont souvent découvrir des choses nouvelles parce qu'on fait des petits lots de 500-600 bouteilles. Donc, comme là, il y en a 2, comme le rang 5, celui-là, puis on a un pétillant à la fraise, Saint-Antoine avec les fraises d'Explora Fruits. Wow. Donc, ces 2-là sont presque épuisés, donc on va les remplacer par quelque chose d'autre. Là, on a un produit avec la framboise du rang Saint-Laurent, du chemin Saint-Laurent. Donc, il faut s'attendre à ce que ça change, puis ça qui est le fun aussi. Ça ne sera jamais pareil, on y va avec ce qu'on a comme fruits aussi dans la région en ce moment. Alexandre, peut-être nous parler des étiquettes qui ont l'air assez uniques, là, je pense, qui sont faites avec le papier Saint-Gilles. Oui, ça, c'est un flash que j'ai eu à un moment donné en voyant que la papeterie voulait se lancer un peu plus là, dans le corporatif. Oui. Puis là, j'ai eu le flash sur comment on peut mettre ça sur les bouteilles. Il a fallu penser à la logistique de ça parce que c'est pas des autocollants, donc il faut mettre la colle nous-mêmes, l'appliquer à la main nous-mêmes. Wow. Donc, il y a beaucoup de travail, mais on pense que ça fait tout son sens pour faire un beau produit du terroir. Puis, chaque bouteille est unique. C'est ça qui est le fun avec les fleurs sauvages que la papeterie ajoute ou presse dans le papier. Mais chaque bouteille a sa propre fleur à tel endroit. Donc, les gens aiment ça en boutique. Ils vont choisir souvent leur bouteille parce qu'ils ont toutes leur petite touche unique. Puis, regarde, ça fait abeilles. C'est des fleurs sauvages que les abeilles butinent. À quel endroit on se procure vos produits? Bien, pour l'instant, c'est uniquement à la boutique. Nous, notre permis artisanal fait que tout est fait ici, le miel, l'hydromel, puis on embouteille, on vend à propriété. Donc, nous, c'est ça la stratégie de base. Si vous aimez le miel et les produits fins, je vous invite à découvrir le vin de miel et les spiritueux de l'Hydromellerie Charlevoix. Élisabeth Tailleur a rencontré l'artiste François Terrien, dont l'exposition Témoins silencieux prend l'affiche à la papeterie Saint-Gilles. Oui, c'est une exposition, ça commence le 13 mai jusqu'au 20 juin. Donc, c'est principalement des gravures. La technique, c'est la collagraphie. C'est sûr qu'en gravure, il y a plusieurs techniques. La collagraphie, c'est un mélange de, si je peux dire, de gravure en creux, gravure en relief. C'est qu'on imprime sous presse. C'est une presse à eau forte que j'utilise. On imprime sous presse et on peut comme mélanger les 2 techniques. Le creux, habituellement, c'est ce qu'on a creusé qui va s'imprimer. Le relief, c'est le contraire, c'est ce qu'on met en relief. La collagraphie, c'est comme un mix des 2. On fait une texture, on ajoute des choses sur une plaque et c'est ça qui est imprimé. L'artiste propose de découvrir une dizaine d'œuvres originales sur papier Saint-Gilles. Moi, je travaille souvent de façon intuitive. Je commence sans avoir nécessairement d'idées préconçues avant. Des fois, j'y pense, tout ça. Mais ce qui m'inspire surtout, présentement, c'est les vieilles bâtisses, l'eau, les rochers, la nature, naturellement, et tout ça. C'est vraiment ça. Les bateaux, les nuages. J'aime beaucoup les orages, les tempêtes l'hiver. Donc, j'aime les ciels orageux. Donc, c'est surtout à partir de choses comme ça que je travaille. L'utilisation de la presse est primordiale dans son processus de création.
Bien, c'est la presse. C'est sur une presse qu'on appelle presse à eau forte. Il y a différents types de presse parce que la gravure, il y a vraiment beaucoup de techniques. Cette presse-là, l'avantage, c'est qu'on peut faire plusieurs techniques, imprimer plusieurs choses avec ça. Donc, c'est passé sous presse. On fait notre travail sur une plaque. On l'encre, on essuie le surplus. On peut aussi mettre l'encre avec un rouleau. Et notre papier doit être mouillé. On fait tremper notre papier dans l'eau peut-être 20 minutes. On l'éponge. Et quand c'est passé sous presse, la pression va faire en sorte que les fils du papier vont s'étirer. Ils vont aller chercher l'encre dans le creux. Et ça, à ce moment-là, on peut en faire plus qu'une. Et on peut faire différentes couleurs aussi. On n'est pas obligé de faire un tirage toujours identique. Et qu'est-ce qui vous a mené à présenter l'exposition à la papeterie Saint-Gilles? Bien, c'est eux qui m'ont approché, ça fait quelques mois. Je connaissais un peu Marianne Foucault qui était là. Puis on est dans le même groupe, le collectif, et on avait exposé l'été passé au centre Paul Médéric. Et j'ai acheté mon papier là, naturellement. Et je l'ai connu un petit peu comme ça. Et à ce moment-là, elle m'a invité à participer. La famille Dufour a présenté cette semaine son petit nouveau, le Charlevoyou Gin de Petit Lait. Et pour nous en parler, on a été rencontrer Madeleine Dufour. Je suis présentement sur le domaine de la famille Dufour pour rencontrer Madeleine qui va nous présenter un nouveau produit Charlevoyou, le gin. Madeleine, il y a un nouveau produit Charlevoyou. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, on est fiers de présenter notre gin qui est à base de petit lait. Donc, c'est vraiment un gin à plus grand déploiement, si je peux dire comme ça, parce qu'en fait, on le lance vraiment à l'échelle du Québec. OK. Par le passé, on a fait quelques petits tests de gin. On vendait ça seulement à la boutique, seulement quelques bouteilles. Puis là, cette fois-ci, c'est le vrai gros. Donc, on est bien contents. C'est quoi la différence entre l'eau de vie là, que vous avez créée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, et le gin là, que vous lancez? En fait, on prend la même base qui est notre petit lait. Oui. On va faire un alcool relativement neutre avec l'eau de vie. C'est vraiment l'objectif derrière ce produit-là. Puis pour le gin, donc on prend cette même base-là qui est du petit lait distillé, puis on va l'aromatiser. Donc, on l'aromatise avec quelques botaniques environnantes, donc plein de trucs qui poussent à Baie-Saint-Paul. Puis est-ce que vous avez différents gins, un peu comme le vin? Est-ce que ça va changer de couleur ou de goût? En fait, pour ce produit-là, on vise pas mal un produit qui va être relativement toujours le même. Okay. C'est très possible que dans le futur, on en lance des différents. On veut jouer entre autres avec les vieillissements, faire ce genre de manipulation-là. Fait que c'est bien certain que ça ne sera pas le dernier produit de la gamme Charlevoyou. J'imagine. Puis pourquoi se lancer dans le gin? Le gin, en fait, ça se trouve à être le meilleur ami de la production de la vodka. Parce que, je dis la vodka, c'est plus l'eau de vie. Là. Dans notre cas, on l'appelle vodka ou eau de vie parce que c'est la même technique. Là. Mais donc, physiquement, là, quand on va faire une distillation, la petite partie la plus noble, donc à l'intérieur du cœur qu'on appelle de distillation, ça va être ça l'eau de vie. Et puis, dans la même distillation, on va générer un alcool qui va être un petit peu plus personnalisé, disons-le comme ça, avec un petit peu plus d'aromates déjà naturels. Et donc, ce produit-là, bien, on le trouve super intéressant une fois aromatisé. Ce qui veut dire qu'ils peuvent cohabiter dans la même production, une eau de vie et un gin. Okay. En fait, ça cohabite de manière très, très naturelle. C'est ça. Ouais. Puis, à l'intérieur du bâtiment, là, vous avez 3 grosses cuves. Là, c'est pas le bon terme. C'est quoi le nom de ces... C'est ça. Bien, en fait, c'est nos alambics. Okay, donc, les alambics, c'est les appareils qui nous permettent justement d'atteindre l'alcool
On l'appelle l'alcool neutre. Dans notre cas, il n'est pas parfaitement neutre, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un objet qui est un peu comme un chaudron de cuisson. Donc, on va faire bouillir le liquide à l'intérieur. Cette évaporation-là, en fait, on va venir la refroidir à l'aide d'un gros contraste de froid. Et puis, c'est ça qui va tomber en alcool après. Fait qu'on transforme de la vapeur en alcool. C'est le principe de la distillation, puis les alambics nous aident à faire ça. OK. Donc, tout ce qu'on voit, dans le fond, descendre dans les petits tuyaux et qui se rendent dans les gros contenants, là, ça, c'est l'alcool. Le nectar qu'on récolte. Exactement. Madeleine, les gens qui goûtent à ce gin-là, qu'est-ce qui ressort finalement comme commentaire? En fait, la majorité du temps, les gens vont être agréablement surpris parce que ça peut paraître fancy au départ, alors que ce gin-là est très facile d'approche. On a vraiment fait une recette qui était plutôt un canevas plutôt facile d'approche, plutôt grand public, ce qui veut dire qu'on a quelques botaniques, on n'est pas allé dans des parfums trop extravagants. Ça ressemble à des trucs qu'on va reconnaître, entre autres avec le genévrier un peu plus classique, avec un petit peu de sapin, un petit peu de carvi, fait qu'il va avoir ce petit côté-là légèrement anisé. Donc tout ça, c'est bien sympathique. Puis nous, en fait, on voulait faire un produit que nos cousins allaient pouvoir mettre sur la table quand ils vont aller à la chasse. Là. Absolument. Tout est vraiment très, très, très artisanal. Et puis, on est fiers de ça. Peut-être qu'un jour, ça sera des tailles un peu différentes, mais pour l'instant, chaque petite collerette est posée à la main et tout ce que vous voyez sur la bouteille, c'est ça ici qui l'a posé. Alors, voici la bouteille en question. Très belle. La fameuse, donc le gin Charlevoyou de Petit Lait. Aimerais-tu goûter? J'aimerais beaucoup. Donc ça, c'est à 40 évidemment. Hein? Donc, quand même vraiment moins fort que l'eau de vie. L'eau de vie, c'était combien de pourcentage? Non, c'est 40 aussi. C'est la même chose? Ouais, oui, exactement. Ouais. Donc, en fait, si je peux me permettre, dans la dégustation, là, on va vraiment sentir, encore une fois, cette note-là. L'attaque va être un peu poivrée. Donc, au nez, on va sentir un peu de sapinage. Oui. Puis la première note au goût va être vraiment du poivre des dunes. OK. Donc, c'est vraiment tout en finesse. Ça va pas être comme du poivre qu'on prend à la maison. C'est légèrement plus doux, un petit peu plus résineux. Fait que ça, on va le sentir. Puis la petite finale en bouche va être légèrement anisée, mais très, très douce. Donc, je me lance. Voilà. Allez-y. Wow! C'est vraiment, mais c'est incroyable. Je trouve ça très doux. C'est très délicat. Oui? Oui. Même s'il y a beaucoup, disons qu'il y a plus de personnalité, évidemment, parce qu'on va sentir la genièvre, elle est vraiment présente. On va sentir le poivre, c'est bien présent. Mais ça reste que c'est ça. On aime beaucoup faire des choses aussi qui sont faciles d'approche. Parce que si ça brûle, finalement, on n'a pas toujours envie de prendre une deuxième gorgée. Exactement. Ouais. Madeleine, à quel endroit on peut se procurer ce bon produit? Alors, dès aujourd'hui, le gin de Petit Lait est disponible en SAQ, très bientôt sur SAQ.com aussi. Donc, s'il y en a qui sont dans des coins un petit peu plus éloignés, SAQ.com, ça peut être une très belle alternative. Sinon, la SAQ à la Malbaie, la SAQ à Baie-Saint-Paul ont plein de belles bouteilles. Allez voir vos conseillers, ils vont pouvoir vous en parler aussi. Donc, l'illustration, elle a été faite par Pierre Bouchard, qui est un artiste qui habite à Baie-Saint-Paul. Et puis, pour qui j'ai une grande affection. Oui. Ensuite de ça, on a travaillé avec l'équipe de design de chez Lico Impression et Emballage pour fignoler plein de beaux détails. Et puis, on a fait la production de l'étiquette là-bas aussi. On a travaillé un petit peu aussi avec finalement tous les fournisseurs qui nous aident de près ou de loin, qui sont dans notre quotidien. Donc, derrière cette bouteille-là, il y a bien des gens de Charlevoix qu'on remercie évidemment. Puis, c'est ça, il y a bien du plaisir aussi derrière de ce cheminement-là. On invite les gens, en tout cas, à découvrir ce beau produit. Merci, santé. Merci.